Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, la Chine va acheter le monde entier. Non, je plaisante bien sûr. La Chine ne peut pas acheter le monde entier, la Chine ne veut pas acheter le monde entier non plus. Mais la Chine veut renforcer ses investissements à l'étranger. Ça, c'est un fait. Mais ça devait être une bonne nouvelle, surtout pour l'Europe. Mais en réalité, certains pays ont peur. Les investissements chinois font peur. Après les États-Unis, l'Australie, etc., l'Angleterre, par exemple, a suspendu la construction d'une centrale nucléaire investie justement par les fonds chinois, avec la technologie française d'ailleurs. Comme si les investissements chinois, c'est un poison qui, quelquefois, fait vraiment trembler les pays occidentaux. Donc, apparemment, ils poussent les investisseurs chinois tournés vers l'Afrique, par exemple. L'Afrique, maintenant, est le continent qui reçoit beaucoup d'investissements chinois. Je peux même dire, on se pose même la question, quand l'Afrique s'éveillera, qui va trembler, pardon. Voilà. Pour répondre à toutes ces questions, aujourd'hui, avec mes deux invités, Ting Yifan, que vous connaissez très bien, politologue, surtout économiste, l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier est Le paradoxe de la démocratie, et qui a un énorme succès, et aussi Shen Wei, qui lui-même est un investisseur. Il travaille pour ID Invest, mais aussi pour le, comment dit-on, Finissoir. Voilà. Finissoir. Avant de commencer, avant de les entendre, je vous invite à regarder un reportage sur les investissements chinois à l'étranger. La Chine est-elle en train de racheter le monde ? De janvier à juillet 2016, les investissements directs à l'étranger non financiers de la Chine ont dépassé 102 milliards de dollars, soit un bond de 61,8% sur un an. Une progression d'autant plus impressionnante que la Chine enregistre depuis plusieurs années une chute de ses exportations et un net recul de la croissance. Mais avec un modèle économique en pleine transformation, davantage basé sur la consommation et les services, la Chine ne veut plus se contenter d'être l'usine du monde. Ses entreprises semi-étatiques et ses groupes privés se tournent désormais vers l'étranger et multiplient les acquisitions avec pour objectif de créer de grandes marques internationales. Avec l'effondrement des marchés boursiers mondiaux et la crise qui a déprécié les actifs, notamment européens, les entreprises étrangères deviennent des cibles de plus en plus attrayantes pour les investissements chinois. Fini l'époque où les Chinois ne s'intéressaient qu'aux matières premières. Agroalimentaire, immobilier, technologie, robotique, l'appétit chinois semble désormais insatiable. Mais en Occident, cette boulimie des entreprises chinoises suscite de l'inquiétude, surtout dans une Europe qui semble être devenue la priorité des Chinois. Cette offensive sur les grandes marques européennes a-t-elle pour but de s'emparer des technologies, des outils de production, de supprimer les emplois locaux? Reste aux Européens à choisir. Faut-il avoir peur des investissements chinois ou s'en réjouir? Voilà. Les investissements chinois augmentent rapidement, surtout il y avait quelques années, à partir de 2010, les investissements chinois à l'étranger dépassent 1000 milliards de dollars. La Chine passe du statut d'un pays qui reçoit les investissements étrangers à un pays investissement à l'étranger. C'est à peu près comme si la Chine passe du statut d'un pays d'exportateur de pétrole à un pays d'importateur de pétrole. Ça a changé beaucoup de choses. Alors, Ting Yifan, la Chine qui reçoit les investissements étrangers, aujourd'hui qui investit. Qu'est-ce qui... En fait, il ne faut pas négliger le fait que la Chine reste toujours le premier récipient de l'investissement étranger direct dans le monde. Il continue à l'être. Il continue à être le premier investisseur. Mais il investit aussi. C'est ça. Le point tournant, c'est l'année dernière. L'année dernière, c'est la première fois l'investissement chinois à l'étranger ait dépassé l'investissement qu'elle reçoit de l'étranger. Donc c'est tout de même symbolique pour la Chine que pour la première fois, la Chine est devenue un net exportateur de capitaux.
Ça, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qui va changer justement dans le monde parce qu'auparavant, les principaux investisseurs dans le monde, ce sont des pays développés. Oui, j'ai fait des tournées en Europe, j'ai été aux États-Unis, etc. Cela dépend, parce que quand vous allez dans des pays en crise, par exemple, en Espagne, en Grèce, en Italie, etc., tous ces pays, parce qu'ils étaient plongés dans la crise de dette. Donc ces gouvernements ne peuvent plus utiliser l'outil fiscal pour stimuler l'économie, la croissance. Donc ils comptent beaucoup sur l'investissement. Mais l'investissement privé dans ces pays-là manque, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marché. Il faut reconnaître que ces économies en Europe sont en récession. Et il n'y a pas beaucoup de perspectives brillantes d'investissement. Donc l'investissement privé fait défaut. Donc ils comptent beaucoup sur l'investissement étranger dans ces pays pour attirer la croissance. Donc la Chine a été sollicitée par ces pays, surtout ces pays en crise, pour investir davantage. Donc l'investissement est accueilli les bras ouverts par ces pays en crise. Alors, j'aimerais, vous travaillez justement dans ce secteur. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour la Chine d'investir dans ces pays en crise, en Europe surtout? Oui, moi je peux vous dire, c'est à partir de 2008, parce que c'est la crise économique mondiale, et notamment en Europe, c'est vraiment, il y a une crise financière et économique. Donc l'État, moi je dis l'Europe a besoin de l'investissement étranger. La mission c'est quoi? C'est pour objectif, c'est pour avoir les capitaux étrangers afin de créer des emplois ou conserver des emplois. Donc ça c'est l'objectif de chaque pays européen. Donc dans ce cas-là, les entreprises chinoises qui ont un objectif de le changement de structure économique, donc par ce type d'investissement, la Chine a besoin du marché, ensuite avoir le techno et le savoir-faire européen. Donc c'est pour ça, c'est-à-dire pendant la crise financière, moi je dis en termes de vision financière, on peut dire c'est vraiment la valorisation des entreprises, c'est très très bas par rapport, moi je dis à 10 ans avant ou 20 ans avant, parce que ce sont des entreprises européennes, à ce moment-là il y a des problèmes financiers. Donc c'est pour ça que la valorisation est bas. Par rapport à la valorisation des entreprises chinoises, encore il y a un écart. Donc c'est pour ça on a des opportunités d'investissement en Europe. C'est pour ça que l'investissement étranger en Europe de plus en plus. Mais les investissements chinois peuvent vraiment aider les pays européens de conserver le travail, de faire baisser le chômage. Ce n'est pas apparemment tout à fait le cas. Par exemple, le TCL chinois qui a acheté Thomson Multimédia, justement, pour gagner de l'argent, il faut licencier. Et il ne peut pas, justement, et il a perdu beaucoup d'argent, n'est-ce pas Oui, oui, bien sûr. Il ne faut pas croire que toutes les fusions ou acquisitions réalisées par des entreprises chinoises en Europe ont été des succès, des échecs. Oui, mais dans l'ensemble, si les entreprises chinoises continuent à investir en Europe, c'est parce qu'il y a évidemment des histoires invraisemblables de succès. La fusion de Volvo, donc une entreprise automobile suédoise, par Geely, donc une entreprise privée chinoise, est un succès. Il n'a pas encore commencé à avoir des bénéfices. Hein. Si. Ça produit, oui, ça produit des choses. D'abord, l'investissement chinois a permis à l'entreprise suédoise de subsister. Parce que, sinon, il sera fermé. Il était complètement disparu. Non, donc, l'investissement chinois a permis à l'entreprise suédoise de subsister et de continuer à produire avec un marché élargi. Parce que, en fait, le partenaire chinois lui a ouvert le marché chinois. Et le marché chinois automobile, je veux dire, est le plus grand du monde aujourd'hui. Et donc, ça lui offre beaucoup d'opportunités et ça permet déjà aux entreprises de maintenir un peu l'équilibre de son bilan. C'est déjà pas mal. Donc, il faut espérer. Volvo s'engage
aujourd'hui à des innovations, à des nouvelles technologies, etc. On espère bien que dans un avenir pas très lointain, Volvo sera capable de produire de nouveaux types de voitures qui seraient une grande contribution à l'avancement technologique de cette entreprise en Europe et en Chine. Alors, à part de Volvo, vous travaillez beaucoup avec les Français. Est-ce que vous pouvez nous citer aussi quelques exemples de succès, de réussite pour les investissements chinois en France? Bien sûr. Moi, je dis, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut réfléchir à une question encore, c'est-à-dire comment définir le cas de réussite. Parce qu'en fait, la plupart... Réussir à acheter, réussir à une fusion, ce n'est qu'un début. Il faut avoir des bénéfices, je pense. Parce que moi, je pense qu'on peut distinguer deux choses. Pour la première chose, c'est-à-dire c'est le bénéfice ou la rentabilité générée en Europe. Ensuite, c'est-à-dire indication positive entre la Chine et l'Europe. Donc, par exemple, pour le premier cas, en France, je peux citer un cas aussi, c'est le groupe China Chimie. Il y a une filiale de China Chimie qui s'appelle Blue Star. Il y a 10 ans, c'est environ à peu près 2006. Il a fait l'investissement à Lyon, dans la région de Lyon, qui a fait deux fusions. Une société, c'est Adisseo. L'autre, c'est une partie de produits chimiques de Rhodia. Donc, deux entreprises au total, le salarié à peu près, c'est 2000 salariés. Et puis, la fusion totale, la valeur, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Mais à ce moment-là, c'est il y a 10 ans. En ce moment, on a vu ce cas. C'est après 10 ans, les entreprises, ça passe très bien. La société, c'est très, très rentable en Europe. Ensuite, ils sont en train de construire la troisième usine, nouvelle usine, dans la région de Lyon. Donc, ensuite, les entreprises chinoises, ils ont bien intégré les technos européens, français, pour s'appliquer le marché chinois. Moi, ça, je pense que c'est vraiment un cas de réussite. Ça, on peut dire que c'est le bénéfice rentabilité générée en Europe. Pour le deuxième cas, c'est-à-dire c'est l'indication, moi je dis entre la Chine et l'Europe. Moi, j'ai vu pas mal de cas aussi, des investisseurs chinois qui font de l'investissement en France. Et puis, ils veulent garder une entité en France. C'est comme un centre de R&D ou un centre de design. Donc là-bas, je n'ai pas de bénéfice. Mais le vrai, c'est en Chine, pour servir l'entreprise chinoise. Donc en Chine, c'est très, très rentable, avec l'image de R&D et les savoir-faire et le design européen. Donc, ça va créer des emplois en Chine, alors bénéfice en Chine. Tout à fait, créer des emplois et bénéfices en Chine. Bon, dans ce cas-là, c'est peut-être, on peut comprendre un certain point, c'est que les Français, les Américains, les Anglais, les Australiens, etc., ils ont une certaine réserve pour les investissements chinois. Apparemment, par exemple, la Chine a acheté une partie de l'aéroport de Toulouse. Ça a suscité un énorme débat en France. Et justement, pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'ils ont peur, les Français? Bon, parce que la France, d'une certaine manière, est un pays conservateur. Il faut reconnaître ça, oui. Un pays conservateur, alors. Oui, mais ils ont toujours peur que les étrangers viennent nous prennent des choses. Surtout la technologie. Mais dans les années 1970, lorsque les Japonais commençaient à investir en France, c'était la même réaction. C'était la même réaction. Donc ils avaient peur que les Japonais leur apprennent des choses. Et lorsque les Chinois commencent à investir en France, aussi ça a suscité une réaction un peu coléreuse, d'une certaine manière, des Français qui disent que ces nouveaux riches, ils veulent venir en France, ils veulent nous acheter tout, ils veulent nous piller. Mais en fait... Ils ont toujours oublié que l'investissement est toujours une partie gagnant-gagnante, c'est-à-dire que l'investissement en France apporte beaucoup de choses, apporte des opportunités, crée de la richesse, crée de l'emploi, et ça fait beaucoup de bien. Ça crée aussi de la ressource fiscale pour l'État français. Donc ça crée beaucoup de choses, beaucoup de bien pour la société française en fin de compte, mais souvent les gens ordinaires ne s'en rendent compte pas. Les gens ne s'en rendent compte pas. Mais en réalité, c'est que pendant des années, la Chine avait auparavant
voulait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la technologie occidentale. Donc il offre quoi? Il offre marché. Et aujourd'hui, apparemment, la Chine veut échanger la technologie avec les investissements. Par exemple, les gens ont peur que le brevet chinois, le brevet européen va passer avec l'investissement en Chine. Est-ce que cette peur est réelle? Non. Il faut reconnaître que la Chine est un pays qui se développe un peu plus tard que les autres pays européens. Mais la Chine se développe assez rapidement. Et la Chine, les entreprises chinoises investissent massivement dans la recherche et le développement. Donc depuis les 5 dernières années, en termes d'investissement dans les innovations, dans la recherche et le développement, la Chine est le deuxième derrière les États-Unis. Bien loin devant les pays européens. Et les demandes de brevets faites par les entreprises chinoises dépassent de loin les entreprises européennes. Donc, de ce point de vue, souvent l'opinion publique européenne a tendance de sous-estimer un peu la capacité chinoise à générer des brevets, des savoir-faire technologiques. D'accord. Donc, il y a une autre question. Alors, si ce n'est pas le pillage de technologie, ce sera la sécurité. Alors, en Europe, apparemment, en France, comme en Angleterre, cette fois-ci en Angleterre, la sécurité nationale devient aussi une raison pour empêcher l'investissement chinois. Moi, je pense que la sécurité, ça dépend des secteurs. Et puis, si on voit dans les secteurs de défense des armées ou dans les secteurs énergétiques, parce que ce sont des métiers maîtrisés par les grandes entreprises internationales. Oui, ça, on n'en parle pas. Même par exemple, Huawei est une entreprise sur la technologie, comment dirais-je, la télécommunication. Télécommunication, oui. Ça, ça ne concerne pas la sécurité nationale. Le marché de télécommunication, dans certains pays, est considéré comme un issue, comme un problème de la sécurité nationale. Donc, sous la surveillance du Parlement, de l'État, etc. Mais de ce point de vue, l'Europe est relativement ouverte à l'investissement de Huawei. Huawei a investi beaucoup en Europe, pratiquement dans tous les pays de l'Union européenne. Huawei a créé des centres de recherche et de développement dans beaucoup de pays européens. En Italie, en Finlande, à Paris, près de Paris, à Boulogne, Huawei vient d'ouvrir un centre de recherche et de développement mathématique. Huawei emploie des dizaines et des dizaines de mathématiciens français de très grande qualité pour développer des projets très sophistiqués. Mais on ne sait même pas si ces formules seraient appliquées un jour dans les produits de Huawei, mais Huawei investit pour le développement de technologies de l'avenir. Huawei est une entreprise purement 100% privée. Huawei est une entreprise privée, mais c'est une entreprise d'une certaine manière coopérative. C'est-à-dire les actionnaires de Huawei, ce sont ses employés. Ce sont ses employés, ses cadres, ses fonctionnaires, etc. C'est-à-dire qu'il est autonome, c'est ceux qui travaillent pour Huawei possèdent Huawei. C'est ça. Huawei n'est pas une société cotée à la bourse. Huawei est une entreprise complètement coopérative. Lorsqu'il manque d'investissement, ouvre ses capitaux aux employés, à ses employés. Apparemment, dans les médias français, on parle très peu. En fait, je n'ai jamais lu un article ou un reportage à la télévision qui parle de Huawei, par exemple, de ces... En fait, Huawei a décidé d'investir dans 2 points en France. À Paris, donc, Huawei a créé ce centre de recherche et de développement mathématique pour employer des mathématiciens. Combien ils ont employé? Je ne sais pas, des dizaines de mathématiciens, mais en tout. Des centaines de personnes. Mais à Nice, près de Nice, en Côte d'Azur, Huawei a décidé d'investir aussi dans un centre de recherche et de développement pour produire
des choses plus ou moins sophistiquées pour les apparences des produits de télécommunication tels que les téléphones mobiles, le smartphone, etc. Et parce que Huawei pense que les designs, les Français sont très forts dans la conception de design, etc. Et pour cela, ils ont décidé de créer un centre de recherche dans le sud de France. Et pour vous, vous travaillez directement dans le secteur d'investissement. Quels sont les obstacles les plus importants pour les investisseurs chinois quand ils veulent aller en Europe, en France? Est-ce que vous rencontrez des difficultés qui vous empêchent de travailler, d'investir? Beaucoup. À part de problèmes de... Beaucoup. Ah, beaucoup. Ah, bon. Moi, je pense que le premier point, c'est la différence culturelle. Différence culturelle. Ah ouais, parce que les Chinois, même si tous les patrons chinois, ils ont une réflexion asiatique. Donc, notamment avec les Français, comme M. Ting a parlé, les Français sont très, très conservateurs. Ouais. Et puis, parce qu'ils critiquent... Donc, les Français sont conservateurs et les Chinois sont très chinois. C'est pour ça, le premier point, c'est la différence culturelle. Chaque parti, moi j'ai vu beaucoup de cas, chaque parti il ne peut pas comprendre chaque parti. Ah bon, l'incompréhension entre les deux partis. L'incompréhension des deux partis. Par exemple, moi je peux citer un cas, un très grand groupe étatique chinois. Moi je dis c'est China Nucléaire, un groupe comme ça. Moi je dis il a fait les réunions chez Areva. Et puis après le meeting, parce que selon la culture chinoise, par exemple à midi 30, il y a une invitation de déjeuner, des choses comme ça. Ben, les Européens, non. Après le midi, oui, il a stoppé le midi, chacun est parti, parce que les dirigeants des sociétés chinoises, ils ont dit, ah oui, il n'y a pas d'un dîner ou un déjeuner arrangé. Donc ça, moi je pense que c'est un point vraiment très très différent, même si en termes de culturel... Alors, après une négociation, il faut inviter son partenaire à déjeuner. C'est des culturels différentes. Oui. Ensuite, c'est-à-dire, moi je dis deuxième point, notamment, c'est-à-dire pour l'investissement chinois vers l'étranger, les Chinois, ils manquent de préparation. C'est-à-dire pour analyser la conjoncture, la situation du secteur, ensuite faire le diligence, le DD. Donc, c'est-à-dire l'étude de faisabilité n'est pas suffisante. N'est pas suffisante. Parce qu'en fait, on a besoin certains des intermédiaires. Par exemple, il y a des cabinets d'audit, des cabinets d'avocats ou certaines banques d'affaires. Donc on a besoin des intermédiaires parce que les Chinois, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas les intermédiaires, donc quelquefois, ils prennent des décisions lui-même par son équipe interne. Mais du coup, il y a une culture différente. Peut-être il y a des connaissances financières, il y a des connaissances techniques qui sont très très différentes. Donc si vous ne connaissez pas ça, moi je dis après l'investissement, il y a des gros échecs en derrière. C'est pour ça, c'est-à-dire... Les choses qu'on n'a pas prévues, c'est ça. Des choses après l'investissement, on dit acheter une société, c'est très simple. On signe un chèque. C'est après la fusion, après l'acquisition. Comment on gère les boîtes, comme le TCL. Le chèque était facile. Moi, je dis, c'est l'époque. Après le chèque, comment gérer les boîtes. Donc les Chinois, ils ont payé 2 fois. Souvent, c'est après l'investissement, ils ont payé encore 2e fois pour le management des entreprises européennes. Donc c'est parce que la raison, c'est que parce qu'avant d'investissement, les Chinois n'ont pas suffisamment fait des études pour comprendre son partenaire, c'est ça? Oui, tout à fait. Et dans le côté politique, est-ce qu'il y a des obstacles politiques? Tout à l'heure, vous avez cité une entreprise d'État chinois avec un Areva. C'est le secteur nucléaire, c'est très sensible. Est-ce qu'il y a des obstacles politiques? Bien sûr. Moi je dis chaque investissement, en derrière, il y a des objectifs politiques. Et puis, ce n'est pas uniquement dans le secteur énergétique. Par exemple, on a vu un cas récent, c'est la Fosun qui a investi la compagnie des Alpes. Mais le parlement local qui a opposé ce projet. On peut dire que c'est vraiment un investissement dans le touristique, dans le tourisme. La compagnie des Alpes, il procède à plusieurs stations de pistes dans les pays, au ski, dans la région des Alpes. Mais les gouvernements locaux, ils ont peur, les Chinois, qu'ils ont investi dans la région là-bas. Mais pourquoi alors? Par quelle raison?
Parce que moi, je Peur de pense, quoi, c'est ça? moi, je pense il y a le point important, c'est le nationalisme. Parce qu'il y a une partie c'est-à-dire qui va embaucher des investissements, pas uniquement des Chinois, même peut-être des Américains ou des investissements étrangers. Et donc, c'est pour montrer la richesse de la France. C'est généré ou managé par les entreprises françaises. Il veut continuer à voir. Il ne veut pas que ce soit un étranger. Les étrangers qui ont investi. Par exemple, moi je dis d'autres cas dans le tourisme aussi, c'est le Shanghai Jinjiang Group qui veut investir dans l'accord. Ah. Mais on a vu pas mal de commentaires aussi par les politiciens français. Ils n'ont pas d'accord. Il va dire l'accord, c'est l'esprit français. Donc ça représente l'image de français. On ne veut pas vendre pour un Chinois. Et pourtant, l'accord est bien présent en Chine. L'accord possède plusieurs hôtels à Pékin. L'accord a un réseau hôtellerie partout en Chine. Oui, même dans les petites et moyennes, villes, partout en Chine. Donc c'est pas très juste. On parle beaucoup de réciprocité. En fait, c'est dans l'autre sens qu'on devait critiquer. Bon, est-ce que ces obstacles culturels, administratifs ou nationalistes qui forcera les investisseurs chinois de se tourner vers d'autres régions, par exemple vers l'Afrique, vers l'Asie centrale? Je ne pense pas que l'investissement chinois en Afrique ou dans les autres pays en développement soit forcé par un refus d'investissement dans ces pays développés. Je pense que... On a suffisamment d'argent pour investir dans les deux côtés. En fait, la Chine commence à investir massivement dans les pays en développement depuis à peu près 10 ans. Mais après la crise financière de 2008, bien sûr, l'investissement chinois a été accéléré dans les pays en développement, en particulier en Afrique, mais principalement en Asie. En Asie du Sud-Est et en Asie du Sud. Et ce sont des investissements réussis ou perdre de l'argent? Oh, très réussi en fait. Très réussi. En fait, dans les pays de l'ASEAN, par exemple, dans les pays de l'Asie du Sud-Est, l'investissement chinois représente plus de la moitié de l'investissement étranger que les pays ASEAN reçoivent de l'extérieur. Donc la moitié de l'investissement est chinois. Et là, en Afrique et l'investissement chinois est massif dans ces pays pour créer ce qu'on appelle, à l'image de la Chine, des parcs industriels. L'investissement chinois a aidé la Malaisie à construire un parc industriel avec l'investissement des centaines d'entreprises chinoises concentrées dans un parc industriel. Donc les investissements chinois sont en train d'aider ces pays de s'industrialiser, en fait. Oui. Mais en Afrique aussi, le dernier mot? En Afrique aussi. En Afrique, il faut suivre, par exemple, plusieurs pays, dont l'exemple typique est l'Éthiopie, par exemple. L'Éthiopie, en Afrique, a été toujours le pays le plus pauvre, parce que l'Éthiopie manque de ressources naturelles. Donc, historiquement, l'Éthiopie a été toujours le pays le plus pauvre de l'Afrique, mais depuis une dizaine d'années, depuis que la Chine commence à investir en Éthiopie, l'Éthiopie est devenue un pays exemplaire de succès économique, parce que le taux moyen de croissance économique dans ces pays-là est autour de 10%. C'est un miracle économique. Bon, on va continuer à observer les investisseurs chinois à l'étranger, leurs aventures, leurs succès. On va partager leurs joies, mais aussi leurs douleurs. Et de toute façon, on va continuer à les observer. Merci beaucoup tous les deux. merci pour vos analyses. Et merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.